Alors, je suis content d'être ici et je vais vous dire pourquoi. Vous allez le voir dans le premier texte que je vais présenter. Voilà. C'est un vers du poète allemand Hölderlin qui dit « Là où croît le péril, et nous savons que croît le péril, tout ce que nous avons appris aujourd'hui et précédemment nous le dit, croît aussi ce qui sauve. » La raison pour laquelle j'ai accepté avec plaisir l'invitation de M. Attali, c'est précisément qu'il y a des endroits, en particulier ces jours-ci, où croît ce qui sauve. C'est-à-dire que nous sommes décidés, effectivement, à agir, à empêcher cette détérioration de notre planète et à faire quelque chose pour qu'elle redevienne une source d'espoir dans l'avenir, ce qui est notre grand problème. Alors, ça demande bien sûr de réfléchir beaucoup à ce qui se passe. Nous sommes bombardés d'informations à la fois bonnes et mauvaises, et nous essayons de comprendre, et j'ai pensé qu'on pouvait résumer tout cela en ce que j'appelle deux histoires. Deux histoires, le monde raconté en deux histoires. Une belle histoire qui est l'histoire de comment nous sommes arrivés à exister, nous les êtres humains, d'où nous vient ce prodigieux cerveau que nous avons, ces possibilités fantastiques. L'être humain, il ne faut pas oublier, est une des grandes merveilles de la nature. Il faut le mettre en avant d'aborder les autres problèmes. Ça, c'est l'histoire que nous racontent les sciences, l'astronomie, c'est mon métier, la chimie, la biologie et tout cela. Comment chacun de nous, aujourd'hui, se trouve présent ici. Ça, c'est la belle histoire. Mais il y a une autre histoire que malheureusement on doit affronter. Il faut être réaliste, il faut voir ce qui se passe. C'est ce que j'ai appelé la moins belle histoire. Il faut la voir. Et le problème, c'est de réconcilier les deux éléments. Alors, je vais être obligé d'être un peu rapide parce que j'ai 15 ou 17 minutes. En général, je le fais en 1 heure. Je vais être obligé de court-circuiter un peu les éléments. Vous m'en excuserez. Alors, je vais d'abord commencer avec cette belle histoire. Elle commence il y a 14 milliards d'années. C'est notre histoire. Cette histoire, elle commence, à toute fin pratique, quand un astronome, M. Hubble, devant son gros télescope, vers les 1925, observe les galaxies. Il découvre l'immensité du cosmos, les galaxies, comme vous voyez, et un document important, de quoi ça a l'air l'univers, dans son ensemble, dans ses grandes dimensions. Eh bien, voilà un document historique. Voilà, c'est ça l'univers. C'est une collection de galaxies. Chaque petit point ici, ce ne sont pas des étoiles que vous voyez là, c'est des galaxies comme ce qu'on a vu tout à l'heure. Chaque petit point est une galaxie qui contient des centaines de milliards d'étoiles et il y a au moins une centaine de milliards de galaxies. C'est la dimension du cosmos. Et dans ce cosmos, il s'est passé une découverte fondamentale qui a été faite par M. Hubble. Cet univers n'est pas statique, n'est pas stable, il bouge. Il y a ce que nous appelons l'expansion de l'univers. Toutes les galaxies s'éloignent les unes des autres d'une façon très ordonnée. Celles qui sont proches s'éloignent lentement, celles qui sont loin s'éloignent vite. N'en concluez pas que nous sommes le centre du monde. Chaque galaxie, chaque observateur verrait la même chose. Mais cela a amené une idée fondamentale et nouvelle, c'est l'idée suivante. Il y a une histoire du cosmos. C'est-à-dire cet univers, dans le passé, était évidemment, les galaxies étaient plus proches. À l'avenir, elles seront plus loin. Cette découverte qui est contraire à l'esprit d'Aristote, qui pensait que l'univers n'avait pas d'histoire, c'est pour moi une des plus grandes découvertes de la science contemporaine. Et c'est à partir de là que nous allons raconter notre histoire. Nous avons à reconstituer cette histoire par l'astronomie, bien sûr, grâce au fait que nous avons des télescopes de plus en plus puissants, des satellites que nous envoyons dans l'espace, et également par la physique qui, elle, nous raconte comment la matière, à quelle loi elle obéit, et par le fait que nous avons des accélérateurs très puissants, comme par exemple à Genève, cet accélérateur qui nous a permis de découvrir le fameux boson de Higgs. Eh bien, à partir de tous ces éléments, nous avons maintenant un autre élément qui est assez récent, 1965,
la découverte, l'image du cosmos tel qu'il était presque au Big Bang. C'est une image réelle, il faut que vous la voyiez. Les couleurs ne sont pas de vraies couleurs, mais le dégradé est tout à fait réel. Voilà les gens qui ont découvert cette image en cherchant tout à fait autre chose. Et c'est quelque chose qui a révolutionné la physique et l'astronomie. Voilà ce que nous apprenons, une image à partir de laquelle nous allons obtenir tous nos renseignements sur quel était le passé de l'univers. Eh bien, je vais vous le dire en peu de mots. De l'univers, nous apprenons ceci. Je commencerai par dire qu'aujourd'hui, nous savons que nous vivons dans un univers extrêmement organisé, avec des structures à toutes les dimensions, les galaxies, les étoiles, les planètes, les êtres vivants, les molécules, les atomes, tout ça. Nous savons que notre univers est très richement organisé. Ce que nous découvre, ce que nous dit ce document, c'est que ça n'était pas le cas au tout premier temps du cosmos. L'univers le plus ancien est sans structure. Et la différence entre l'univers le plus ancien et celui d'aujourd'hui, c'est précisément l'histoire de l'univers. C'est comment la matière s'est progressivement structurée grâce à la présence des lois de la physique et comment on est passé à partir de ces systèmes les plus simples. On peut dire l'histoire de l'univers, c'est l'histoire de la matière qui s'organise et comment on est passé et qu'on a monté ce qu'on appelle la pyramide de la complexité. Au départ, il y avait quoi? Des quarks et des électrons seulement. Et ensuite, ils se sont associés pour former des protons, des neutrons, des noyaux, des atomes, des molécules, des cellules vivantes, des organismes vivants, dont nous, et puis évidemment, à grande échelle, des étoiles et des galaxies. Donc, nous vivons dans cet univers dans lequel il y a eu cet événement qui est ce qu'on appelle la croissance de la complexité et dont chacun d'entre nous, nous sommes un des produits, un des beaux produits, le cerveau humain. C'est ça qui est un peu notre histoire. Et avant de continuer, je vais vous faire un petit exercice qui est intéressant, je pense. Il s'agit de fermer les yeux et de se dire « j'existe », de prendre conscience de notre existence en quelques secondes. Là, vous faites une des prouesses les plus extraordinaires qui a été faite dans l'univers, simplement pour que nous soyons capables de dire « j'existe », il faut qu'un nombre de particules, le corps humain est fait de quarks et d'électrons en dernière analyse. Si vous voulez une idée du nombre de quarks et d'électrons qu'il y a dans ce corps que vous douchez tous les matins, c'est un chiffre prodigieux, c'est 1 avec 29 zéros, 10 puissance 29. Voilà le nombre de quarks et d'électrons dont nous sommes fabriqués. Ça prend que tous ces quarks et ces électrons soient structurés d'une façon extrêmement complexe pour être en mesure d'arriver à ce simple fait de dire « j'existe ». C'est pour ça que j'appelle ça la belle histoire. La belle histoire, il faut se rappeler, c'est comment nous en sommes arrivés à être ici aujourd'hui. Et cette histoire nous est racontée maintenant par la physique, par la chimie, par la biologie, par la géologie. Toutes les sciences aujourd'hui, nous les reconnaissons comme des éléments de ce qui a permis que de cette nuée torride, ce magma torride du début de l'univers, apparaissent les organismes, la vie, et puis pour chacun d'entre nous. Alors maintenant, la moins belle histoire, elle commence, elle, beaucoup plus tard, elle commence en Afrique. Un animal, personne ne sait, ne comprend exactement ce qui s'est passé, a acquis une forme supérieure d'intelligence. C'est arrivé, nous le savons, nous nous demandons comment ça s'est passé, comment la vie est apparue, comment une espèce animale qui est voilà notre ancêtre lointain, qui a eu ce cadeau de la nature. Vous savez, comme dans les contes de fées, les bonnes fées viennent déposer des cadeaux. C'est arrivé sur un singe, ça aurait pu arriver sur un dauphin, mais n'importe. C'est arrivé sur un singe. Et à partir de là, commence cette histoire que j'appelle la moins belle histoire. Et je vais vous la raconter en vous parlant du rôle de l'intelligence dans la destinée humaine. Eh bien, on peut la raconter très simplement de la façon suivante. Je vais parler de l'évolution des armes. Les humains apparaissent en Afrique. Ils sont faibles et mal armés pour se défendre. Il faut bien dire qu'ils n'ont pas de grandes dents, ils ne courent pas vite, ils n'ont pas de carapace comme les tortues, ils ne volent pas. Ils sont facilement la proie de ce qui existe à cette période. Mais la différence, ils sont sauvés
par leur intelligence. Il faut bien se rappeler que c'est comme ça que les humains, que nous sommes encore là, autrement nous aurions pu disparaître très tôt. Eh bien, voilà ce qui va se passer. Donc, je vais vous raconter la séquence des... Ah oui, pardon. La séquence des arbres. Alors, ça commence assez simplement, évidemment, mais comme ils sont intelligents et que leur cerveau croît rapidement, ils sont capables de faire des choses beaucoup plus sophistiquées. À un moment donné, ils inventent les frondes. C'est beaucoup mieux pour manger, pour avoir des proies. Et puis, ça continue. Ils inventent l'arc, l'arbalète. Et puis, ils découvrent la poudre. Alors, ils font des fusils. Et puis, ils font des canons, et puis ils vont faire des chars d'assaut. Vous voyez qu'on est loin de la fronde qu'on avait au début. Et ils vont faire une bombe atomique. Ils vont faire exploser cette bombe atomique. Ils vont faire disparaître des villes. Et aujourd'hui, nous sommes dans cette situation que cette intelligence qui, au début, nous a sauvés, aujourd'hui, nous menace. Vous connaissez tous les plus âgés, vous vous souvenez de la terreur nucléaire. Entre 50 et 90, nous avons passé à 2 doigts d'avoir une extermination de l'humanité, la période de la guerre froide. Il faut se rappeler qu'à cette période, l'humanité aurait pu disparaître de la Terre, et ce que les archives que nous retrouvons au Kremlin et qui sont ouvertes maintenant nous racontent comment on est passé vraiment, vraiment tout près à plusieurs occasions. Comment ça se fait qu'on s'en est tiré? On ne sait pas très bien, mais bon, tant mieux. Et aujourd'hui, cette terreur nucléaire, le scénario de guerre nucléaire n'est plus aussi présent qu'il était. Il n'y a pas vraiment de menace. Bien sûr, il y a encore la Corée, l'Iran, le Pakistan, mais le scénario nucléaire est en tout cas pas très réaliste pour l'instant. Ça pourrait revenir, on n'en sait rien, mais pour l'instant, eh bien, nous sommes la SNCF, pour employer un de ses mots favoris, un train peut en cacher un autre. Nous étions menacés par le train de la guerre nucléaire, nous ne le sommes moins, nous sommes menacés par une autre identité, un autre phénomène qui est précisément, évidemment, la crise écologique contemporaine. Aujourd'hui, notre influence est à l'échelle de la planète. On le voit très bien sur ces photos qui nous montrent comment nous sommes partout, comment notre puissance a envahi tout le pays. Et sous le Japon, si vous regardez bien, vous voyez une petite tache jaune. Verte, pardon, une petite tache verte. Cette tache verte, c'est la mer du Japon remplie de bateaux qui pêchent avec une très grande efficacité. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous pêchons 2 fois plus de poissons qu'il ne s'en reproduit. Vous voyez un peu la limite qu'on a atteinte, la limite qu'avec notre puissance incroyable, nous sommes capables de faire. Et cette rencontre aujourd'hui, c'est justement le fait que jusqu'ici, en grande partie, l'intelligence a été au service du profit. C'est la réflexion qu'il y a derrière ce LH Forum, c'est il faut se rendre compte que notre intelligence, superpuissance, capable de découvrir les lois de la physique, le Big Bang, la géologie, l'ADN et tout ça, eh bien, qui nous a sauvés pendant si longtemps, aujourd'hui, elle nous menace et que nous devons la gérer. Nous devons être en mesure de l'empêcher de nous exterminer. Voilà, je pense qu'en résumé, on peut dire ça. Le résultat de notre super-intelligence aujourd'hui, il s'énonce comme ceci: la crise écologique contemporaine, tout ce qui nous menace, tout ce dont nous attendons à entendre parler. Voilà ce que donne l'intelligence au service du profit, la déforestation au Brésil. Vous connaissez tout ça, vous en entendez parler régulièrement dans vos journaux, ça nous revient régulièrement. La conférence de Bonn qui disait « Nous pourrions avoir éliminé la moitié des espèces vivantes avant la fin du siècle ». C'est là qu'on en est. Nous menons, tout se passe comme si nous menions une guerre contre la nature. Si nous gagnons, nous sommes perdus. Ça, c'est des phrases malheureuses et réalistes. L'effondrement de l'économie mondiale depuis 2008 menace l'humanité entière. Maintenant, tout le monde le sait, c'est des choses qui sont à la connaissance. Et alors là, je vais vous parler d'un animal qui a réussi beaucoup mieux que nous, c'est la tortue. Les tortues existent depuis 300 millions d'années. Ils ont traversé énormément de crises géologiques, climatologiques et autres
Quel est leur secret? Nous avons à peine 7 millions d'années, nous sommes déjà dans le collimateur et nous aimerions bien apprendre leur secret. Et la question se pose, l'intelligence est-elle un cadeau empoisonné? Les tortues, ce n'est pas très intelligent, ça a réussi à survivre. Nous qui sommes très intelligents, nous sommes menacés. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre? Quelles sont les leçons du passé? Eh bien, les leçons du passé, on peut les résumer comme ceci. Les espèces qui perdurent sont celles qui savent s'adapter aux variations des climats, au volcanisme, aux météorites et à leur propre puissance quand ils en ont une. C'est le message important. Le critère pour durer, ce n'est pas d'être intelligent, c'est d'être en harmonie avec la nature. Le futur prévisible, on peut dire, c'est que la vie va continuer sur la Terre, même si nous disparaissons. Nous pourrions disparaître. Ça, il faut s'enfoncer ça dans la tête. On nous a tous enseigné que nous étions la race unique, le chef-d'œuvre de la création et tout ça. Eh bien, sur ce plan, nous sommes très bas au palmarès de la capacité de vivre en harmonie avec la nature. Nous sommes une des espèces les plus saccageuses qui a existé. Et aujourd'hui, nous découvrons que ce comportement saccageur nous met en péril. Alors, résultat, revoir le rôle de l'intelligence dans la destinée humaine, l'empêcher, la mettre au service de l'humanité, l'empêcher de nous détruire. Et c'est bien sûr le but de ces jours-ci, l'économie positive, c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Alors voilà, je pense que je vais arrêter là. Il y a le réveil vert. Il faut savoir que ça a commencé, nous ne sommes pas au début de cette restauration, ça a commencé aux États-Unis en 1875, quand des gens, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, se sont dit il faut faire quelque chose contre ce comportement saccageur des êtres humains. Et on voit arriver des gens comme M. John Muir, j'aime bien le présenter parce que c'est un des sauveurs de l'humanité, des gens qui ont décidé non pas simplement de déplorer, comme beaucoup le faisaient, mais de dire on fait quelque chose, on fait des parcs nationaux, c'est celui qui a fait les premiers parcs nationaux, Yosemite, Yellowstone, et qui ont décidé de mettre la pression sur le gouvernement pour avoir des lois qui permettent justement de faire quelque chose. Donc voilà, en résumé, ce que j'ai essayé de vous dire pendant ces 17 minutes et merci de votre attention.